Athletes from all over the world share a remarkable bond. No matter where they come from or which sports they dedicate themselves to, they are all driven by a powerful why. For most, it's not about fame or wealth. Only a rare few reach that level. Instead, they are fueled by a deep passion for their sport, a love for discipline, and an unending desire to push their own limits. From early mornings to grueling workouts and countless sacrifices, athletes are guided by an inner drive, a commitment to excellence that goes beyond personal gain. They don't just compete, they inspire, representing dedication, resilience, and an unbreakable spirit to be at their best. This is shared why connects them, creating a global community of individuals who break records, push boundaries, and show that greatness happens when passion meets purpose. Ok, it works. C'est bon, ça marche. Yes. Ok, Alison, merci beaucoup de me consacrer ces quelques minutes pour faire cette interview ou cet échange plutôt. Vraiment, l'idée, c'est d'être totalement authentique et d'échanger sur ta réalité, tes projets, tout ce que tu es en train de mener actuellement et bien sûr comment tu te projettes dans le futur. Alors, j'aimerais commencer par te poser la première question. Où est-ce que tu te situes actuellement? Est-ce que tu es en France ou à l'étranger? Céline, bah écoute, je me trouve en France. Je suis revenue en France il y a à peu près 8 mois de ça maintenant. Je me trouve à Metz actuellement. Ouais, tu as récemment signé dans le club de Metz et ça va, ça te fait plaisir d'habiter dans le nord-est de la France? Oui, alors écoute, j'ai joué à Metz de 2009 à 2012 quand j'étais beaucoup plus jeune, au début de ma carrière. Donc c'est une ville que je connais très bien. Moi, en tant que Parisienne, bah, ça me conforte bien sûr, puisque en 1h20, tu es à Paris avec le TGV et Ah cette oui, proximité, je l'apprécie énormément. J'adore vivre à l'étranger. C'est une longue partie de ma carrière. J'ai vécu dans plusieurs pays de l'Est. J'adore aussi ce côté-là, découvrir d'autres pays en Europe, d'autres cultures. Donc, je suis un peu entre les deux feux. J'aime la France, mais j'aime aussi vivre autre part. est-ce que tes origines antillaises ont quelque chose à voir avec ce plaisir Peut-être, de peut-être. l'expatriation? En tout cas, je suis pas du bon côté du coup parce qu'il y a pas trop de soleil à Metz, même si un peu, mais bon, il fait plutôt froid, on va dire. Il fait Ouais. frais. Mais voilà, écoute, peut-être que le fait que mes origines guadeloupéennes font que bah, je suis attirée par ça, mais en général, c'est pas trop le cas, hein. Donc, c'est peut-être le fait d'être née dans l'Hexagone. Ouais. Ok, ben écoute, je trouve que il y a quelque chose qui est très particulier dans ta carrière, c'est la façon dont tu as réussi à maintenir ton leadership. Tu as été capitaine de l'équipe de France à plusieurs reprises. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le handball ou même un sport d'équipe, quels sont les critères en fait pour qu'un athlète de très haut niveau devienne capitaine d'une équipe? C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu vraiment arriver à ce niveau avec depuis toutes ces années? Je pense que c'est quand même le mélange de plusieurs choses. Avant, bon, le capitanat, tout ça, c'était sur une période. Je pense qu'avant tout, moi, c'était vraiment ma volonté de réussir qui m'a toujours drivé. J'ai toujours su que j'allais faire du sport de haut niveau. Je ne savais pas quel sport j'allais choisir. Grâce à quelqu'un qui m'a dit, entre guillemets, t'as des grandes mains, tu peux faire du handball, viens t'y essayer. C'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, ça part de là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il faut avoir ce plan et te dire bah, qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à atteindre tes objectifs. Moi, souvent, quand j'étais, pas souvent, mais même constamment, je me réfugie souvent dans le travail. C'est ma première valeur, le travail dans un premier temps. Et puis ensuite, bah, au fur et à mesure des années, tu commences à prendre de l'expérience, tu t'inspires aussi des autres, ceux qui t'ont montré la voie, ceux qui te montrent aussi bah, comment réussir, puisque moi j'ai aussi ce credo dans la vie, c'est que quand tu veux atteindre un objectif, inspire-toi de ceux qui ont réussi. Voilà, exactement. Donc quand tu veux aller quelque part, bah, inspire-toi finalement de ceux qui sont déjà allés là-bas pour toi aussi y arriver.
Ça a été un long mantra hein, pendant ma carrière. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai construit cette longévité, cette réussite. Il y a eu le travail, il y a aussi beaucoup d'abnégation. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, on voit les réussites, on s'en souvient, il y a aussi les obstacles qu'on rencontre, il y a toute cette Oui, partie finalement immergée de l'iceberg dont on ne parle pas. Et finalement, quand on se lance à l'eau, bah, we don't know what it takes, you know. On ne sait pas vraiment ce que ça demande d'avoir une carrière et d'avoir une longue carrière encore plus. Et oui. ça, tu l'apprends bah, au fur et à mesure. Et donc, je pense que dans la vie comme dans le sport, bah, le plus important, c'est de savoir se relever finalement. Parce que tomber, on va tomber maintes et maintes fois. Mm. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. La vie te réserve des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Et finalement, le plus important, c'est de se relever à chaque fois et de continuer à avancer et de dire, voilà, bah, il m'est arrivé ça. C'est une leçon pour la vie. Ça te forge. C'est pas toujours évident, mais il faut quand même continuer. Ben, c'est vrai que ton engagement, il est indéniable, mais j'ai posé cette question vraiment en particulier pour les talents, par exemple, qui jouent aux mêmes positions, à la même position que toi et qui se disent un jour, je vais être capitaine de l'équipe de France. C'est quand même une position très prestigieuse. On fait souvent le parallèle avec dans le milieu de l'entreprise, le capitaine. Le directeur ou le manager qui lead toute une équipe, il faut inspirer la confiance. Sur quoi tu as travaillé? En fait, tu penses qu'on t'a fait confiance comme ça spontanément ou quel a été le moment décisif où tu as pu vraiment faire ce pas en avant et atteindre une autre dimension dans ton jeu? Je pense qu'il y a il y a deux, trois éléments qui sont, je pense, importants. Donc, il y a évidemment la confiance. Je pense aussi qu'il y a finalement la relation que tu vas créer aussi avec ton sélectionneur, parce que Oui. même si Mhm. ton sélectionneur il a confiance, bah, il faut qu'il voit aussi en toi ce que tu peux apporter à cette équipe, parce qu'il y a du leadership. Oui. Et un capitaine, ça peut avoir finalement plusieurs formes. Il y a Mhm. des capitaines qui sont des meneurs d'hommes, des meneurs de femmes. Tu Mhm. as des capitaines qui sont des fois un peu plus réservés et qui finalement s'entourent à côté d'eux de sous-capitaines qui vont l'aider Ah, à aller chercher justement bah, ce que toi, tu n'as pas, ouais. là où tu es un peu plus en difficulté. Des fois, bah, toi, tu es, très fort sur le terrain. Et donc, tu as ce leadership naturel, finalement, du Mhm. capitaine qui, sur le terrain, va emmener les autres. Mais tu as aussi ceux qui sont capables d'élever la voix, ceux qui rassemblent aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'un capitaine, c'est aussi quelqu'un qui rassemble et c'est aussi quelqu'un qui est très, très à l'écoute des autres. Mhm. Et ça, pour moi, c'est une qualité fondamentale dans un capitanat, c'est qu'il faut que tu sois à l'écoute des autres, il faut que tu ailles aussi vers les autres parce que en face de toi, tu peux avoir quelqu'un qui a de la timidité, qui n'ose Mhm. pas dire les choses, qui n'ose pas en fait bah, discuter de ses peurs, de ses doutes. Et donc, tu dois être aussi très observateur ou observatrice. Et ça, c'est pour moi, c'est deux qualités qui sont hyper importantes parce que moi, j'estime que un leader, c'est quelqu'un qui est un capitaine, c'est aussi quelqu'un qui est au milieu de ses équipes, de son équipe, Oui. parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui sait dire à un moment, qui voit, qui observe, qui écoute. Mhm. Et voilà, moi en tout cas, c'est mon leadership. C'est comme ça que je vois un capitaine. C'est un peu aussi finalement hein, comme le capitaine d'un bateau, bah, il a ses sous-officiers qui lui permettent aussi de toucher plus de monde. Des Oui. fois, tu as, moins d'affinité avec des personnes et tu as, des gens à côté de toi qui vont te permettre justement d'aller vers ces gens en disant, parle avec un Mhm. toi, tu es plus à l'aise. Bah, tu vois, des fois, tu n'as pas ce feeling avec la personne, pas parce que tu ne l'aimes pas, mais il n'y a pas ce feeling. Et donc, Oui. tu dois être Mhm. quand même tourné vers cette personne, mais au Mhm. travers de quelqu'un d'autre. Et cette personne à côté de toi, elle va t'emmener les informations. Et ça aussi, ça te permet de fédérer. Moi, pour moi, un capitaine, c'est quelqu'un Ouais. qui fédère, qui Ouais. observe et qui a. Pour moi, c'est vraiment les qualités fondamentales. Et C'est c'est comme ça super que. intéressant ce que tu dis parce on n'a pas forcément conscience de ça, en fait, de toute cette dynamique de vivre ensemble, travailler ensemble, gérer les égos de chacun. Parce que c'est vrai que tu es une athlète incroyable, athlétiquement. Je veux dire, tu aurais pu être championne de 400 mètres ou de 200 mètres. Tu as, vraiment un gabarit d'un pur sang. Mais apparemment, c'est pas que ça qui fait ton leadership. On voit, comme je te suis dans les réseaux, je vois souvent quelques vidéos de tes entraînements et tout, et je vois bien que tu es, vraiment, comment dire, tu bosses vraiment sur tes capacités physiques, tes capacités athlétiques, mais est-ce que tu penses que c'est
cette intelligence de jeu, cette intelligence de travail collectif qui fait justement, qui apporte cette dimension. Alison Pinault, joueuse de handball et capitaine de l'équipe de France. Bien sûr, je pense que bien sûr, je pense que à un moment donné, tu grandis, tu Oui, changes, enfin, pas tu changes, mais tu évolue. Oui. Mhm. évolues. Et je pense qu'il fait que la personne que je suis, c'est que bah, j'ai toujours un mot pour tout le monde. J'ai aussi compris au travers bah, de mon évolution en équipe de France, traverser les différentes générations et tout, etc. Oui, Et ça te demande bah, une attention différente parce que bah, tout le monde a une sensibilité différente. Euh, et c'est vrai que tu surtout, as bah, vu, t'as vu toutes les l'évolution. générations là. Hein. Et donc, Toutes et les... c'est ça Oui. la complexité, tu vois, c'est qu'il faut t'adapter aussi bah, à cette nouvelle génération qui arrive. Toi, tu as Mhm. grandi, tu as connu notre génération et il faut que tu évolues aussi avec toi, il faut que tu t'adaptes. Et j'ai compris ça aussi en équipe de France, c'est que ton rôle, il évolue. Et donc, c'est important aussi de faire comprendre aux autres quel est leur rôle dans une Mhm. équipe parce qu'il y a bien sûr ton rôle que tu as sur le terrain, Ouais. mais aussi ton rôle en dehors du terrain. Et Ah, j'ai souvent dit dans toutes les conférences que je fais, j'ai dit, oui. finalement, ce qui est important dans un groupe, c'est que chacun et chacune comprend le rôle qu'il a pour finalement prendre toute la place dans ce rôle. Donc il a besoin, ouais. Il doit le... Voilà. Et parce que tout le monde a besoin de se sentir valorisé, tout le monde a besoin de sentir qu'il participe finalement à cette réussite. Ouais. Et, et c'est ça qui compte le plus, c'est de savoir que, bah, que le CIO qui est tout en haut ou que la femme de ménage, bah, elle participe à ce bien-être, elle participe à ses succès. Oui. Euh, et c'est ça de valoriser les gens, peu importe qu'ils soient gros, enfin grands ou moins grands, ou que peu importe ton rôle, en fait, à un moment donné, tu contribues à ce bien-être, tu contribues en fait à cette réussite. Et c'est ça, c'est que les gens, l'athlète, il veut se sentir valorisé, même si sa valorisation, toi, tu estimes qu'elle est peut-être moindre, mais peut-être que lui, à ses yeux, Est-ce que tu as bah, eu à un moment donné dans ta carrière le sentiment qu'on te sous-estimait, qu'on ne valorisait pas à ton niveau, ou tu as plutôt eu toujours une progression comme ça, fulgurante? Est-ce que tu as vraiment eu ce parcours, on va dire, idéal? C'est-à-dire que tu as été où tu as fait ce que tu voulais, tu es allé où tu voulais, tu as atteint tous les objectifs que tu voulais atteindre? j'ai réussi à faire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une petite blessure, il y a eu ça, et puis bah, tu Hmm. commences à approcher la trentaine, et donc les gens, ils doutent. Ils doutent parce que bah, tu sors d'un moment compliqué. Et il y a eu ce moment où les gens, ils disaient, ils doutaient, ils disaient, ah, bah, je suis pas sûre qu'elle va faire partie, je suis pas sûre qu'elle est capable. Ah oui, c'est les autres qui doutaient. C'est pas toi, c'est les autres. Non, ça n'a pas été moi. Ça n'a pas été moi parce que Ok. finalement, j'ai toujours compris, Ouais, su m'adapter aussi et comprendre ce que je devais mettre en place pour performer, ce que je devais sacrifier à un moment donné. J'ai toujours eu cette remise en question qui fait qu'à un moment donné, bah, est-ce que tu es capable de ça? Est-ce que tu es toujours capable de ça? Est-ce que tu ne te fais pas des illusions? Mais oui, ça n'empêche pas de douter. Et bien sûr, ça n'empêche pas de douter. C'est pas parce que tu mets un plan en place, une stratégie en place, que tu fais bien les choses que tu vas réussir au bout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que bah, je réduis le taux d'échec. C'est-à-dire que je mets toutes mes chances de mon côté. Au lieu d'avoir 30% d'échecs, bah, j'ai fait en sorte peut-être d'en avoir 5. mhm, Voilà, dans le sport, on est beaucoup, beaucoup à mettre énormément de choses en place pour réussir. Et c'est pas oui, pour autant, il y a toujours que 3 personnes qui montent sur la boîte. oui, Et, il y a toujours qu'un champion au bout du compte ou une championne. Et donc, ça, il faut que tu l'aies en tête. C'est pas parce que tu vas ouais. faire tout au millimètre près que le jour J, tu vas réussir. Et c'est ça qu'il faut aussi se souvenir. Mais toi, tu as quand même réussi tout le temps. Alors, J'ai beaucoup réussi, mais j'ai aussi quand même eu des échecs. J'ai mon dernier oui, échec en date, c'est quand même Paris 2024. ok, Pas raconte-moi ça. réussi j'ai pas réussi à aller aux Jeux de Paris. Voilà, Oui. mais c'est pas une fin en soi. J'ai Comment tu eu, l'as vécu et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été, parce que l'équipe de France était bien présente. ouais, bien sûr, il y a eu, je pense que c'est un pêle-mêle un petit peu de plusieurs choses. Mhm, Euh, Olympique avec l'équipe de France à Tokyo. Il y a cette volonté de dire bah, d'un coach que lui, il voit pas une grande partie des anciennes qui ont réussi à faire ce chemin jusqu'à Tokyo, jusqu'à Paris. Il y a ça dans un premier temps, et donc, entre guillemets, tu te bats un peu contre l'impossible quand c'est comme ça. ouais. Je pense qu'il y a aussi le fait que en club, bah, j'ai été confrontée au fait qu'un coach
Mon coach, il était aussi coach de l'équipe nationale en fait du pays. Et donc, bah, ça aussi, ça peut réduire tes chances parce qu'un coach qui est aussi coach de la Slovénie dans ton club, bah, lui, il veut aller aux Jeux Olympiques, il a aussi ses objectifs personnels et donc, bah, ça peut te pénaliser. Et donc, je pense qu'il y a aussi une dynamique sportive qui a fait que ça m'a pas aidé. Euh, et puis voilà, et puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y croyait pas. Et donc peut-être aussi des tensions qui datent de l'après-Tokyo qui ont fait, voilà, qui m'ont aussi pénalisé. Donc Ah, donc là, ce écoute, que je ça comprends, fait, c'est ça fait, que ça fait partie du finalement, jeu, quoi. il y a le sport et puis l'establishment, on va dire, autour du sport, les gens qui sont en place. C'est quand même difficile de dépasser un petit peu ces infrastructures si c'est quand Ouais, même mais eux qui décident un petit peu ça fait qui partie va. du jeu. Tu sais, ça fait partie des règles, c'est-à-dire que c'est pas toi qui décides et que tu es toujours finalement tu sais que ça peut arriver que tu sois pas sélectionné et qu'il te prenne pas parce qu'il a décidé qu'il te prendrait pas, parce que pour des raisons Mhm. Y, il a décidé que c'était comme ça et nada. Donc, euh, ça a été une déception, bien Oui, sûr. j'imagine. Quel était Après, je suis pas le tombée, résultat de l'équipe de voilà, je suis France? pas tombée tu vois, de la montagne, quoi. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans qu'il me sélectionnait pas, mais ça m'a pas empêché de me battre. Et donc, quand je l'ai appris, bah, bien sûr que j'ai été déçue. Euh, Mais et comment puis, ça se fait qu'un capitaine, un sélectionneur de l'équipe de France décide que un athlète qui a un résultat en permanence qui prouve qu'il est toujours au rendez-vous, qu'il atteint le top performance, choisit quand même volontairement de ne pas miser sur des key players. En fait, tu vois, on fait souvent le parallèle dans le monde de l'entreprise. C'est pas parce que tu es un A-player, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un pedigree énorme, un CV comme ça, qu'on va quand même te prendre dans l'équipe. Alors, comment ça se fait en fait? Est-ce que tu penses que, bon, tu peux nous dire un peu, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que... Parce que, quel a été le résultat de l'équipe de France au final? et la France a été en finale, a été vice-championne olympique. Ok, d'accord. Je, honnêtement, je pense que il avait d'autres personnes en tête. Il a donné le rôle que j'avais à une fille qui était moins expérimentée, mais il lui a donné mon rôle entre guillemets. Et Mhm. puis il voulait pas de joueuses qui jouaient par exemple spécifiquement à un poste, parce que c'est vrai que sur les 2 dernières années, avec cette saison, je me suis spécialisée plus sur la défense que sur l'attaque. Oui, Attaque et défense, pardon, comme c'était le cas à Tokyo où j'étais en attaque et en défense. Et donc, il voulait pas de ce profil-là. Et voilà, et donc ça m'a pénalisé. Ça m'a pénalisé malgré le fait que de toute mon expérience, il croyait pas. Et donc, quand mhm. quelqu'un n'y croit pas, bah, tu sais que quoi qu'il arrive, tu as beau peut-être démontrer par A plus B, mais si lui, il n'y croit pas, et bah, tout simplement, ça le fait pas, quoi. Donc, il pensait pas que j'étais capable d'apporter quelque chose à l'équipe et il pensait pas qu'on aurait besoin peut-être d'autant d'expérience pour Paris. En tout cas, c'est vrai que l'objectif pour Paris, c'était d'être championne olympique, Oui, clairement. On oui, avait été championne olympique à Tokyo, donc tu es oui, à la maison, tu savais qu'on avait un devoir de résultat, c'était d'être championne olympique. oui. Donc voilà. Donc il a pas, lui, il a misé vraiment sur l'attaque et il s'est C'est dit, très délicat parce que sur des éléments très fins, ça se joue à très peu de grand-chose et finalement la France a fait une médaille. Alors on peut penser que c'est une réussite, mais dans un certain degré, on pourrait penser aussi que c'est pas forcément là où. c'est là, on était attendu en finale, mais c'est pas ce qui nous avait Ouais. été demandé. C'est-à-dire, voilà, Oui, c'est oui. fait. Comment est-ce que tu as rebondi suite à cet échec outrecuidant? Parce que je pense que tu avais prévu d'arrêter ta carrière après les JO de Paris. Et finalement, tu as décidé de poursuivre l'aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quelle sorte d'énergie t'a motivé? Parce que on va dire, tu n'as plus rien à prouver, mais c'est pas question de peut-être de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Qu'est-ce que tu pourrais... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, quand j'annonce que je continue, donc c'est assez proche finalement du fait que je ne vais pas être sélectionnée. au Mais JO? j'avais déjà pris ma décision avant de le savoir. Euh, D'accord. j'avais Et déjà tu pris, ouais, continues. j'avais déjà pris ma saison avant de le savoir. Ça Mm. s'est joué à
Euh, Quelques semaines, ça s'est joué à un mois quasiment entre le moment où je l'annonce et entre le moment où j'ai décidé, je signe mon contrat. Hmm. Parce que je sens qu'à ce moment donné, hein, bien sûr, hein, je sais très bien que mes chances, elles sont vraiment infimes. Et donc, ça repose pas sur le fait, est-ce que je vais aller au jeu ou est-ce que je vais pas aller au jeu. Et c'était plutôt la saison qui s'était déroulée en club. Oui. Et quand la saison s'arrête en club, en Ligue des Champions, on est éliminé en huitième. Et donc, bah, c'est mi-mars. Je me rends compte que bah, après ce match-là qu'on a perdu, je me dis, waouh, donc ça, c'est censé être la fin de ma carrière. Ah Et oui. donc, tout de suite, j'ai senti il manquait une pièce au puzzle. Oui. C'était pas la fin que je souhaitais avoir. Oui. Et de là, je me dis, je peux pas finir comme ça. Enfin, je veux pas être cette tête aigrie euh, qui finalement va porter cette aigreur jusqu'à la fin de sa vie. Non. Et je sens qu'il manque quelque chose. Hmm. Et donc, je me dis, bah, j'avais déjà été approchée par Metz depuis plusieurs mois. Il y avait eu l'idée. Et donc, il m'a dit, bah, je te laisse le temps et on en reparle dans quelques mois. Et je me suis dit, bah, écoute, prends le temps d'y réfléchir si c'est finalement ce que tu veux. Et donc, je le sentais le vide en moi. Je le sentais pertinemment. Je me dis, Oui. il manque une pièce au puzzle, il me manque quelque chose. Et c'est vrai que moi, Et- j'avais toujours dit Oui. que je souhaitais finir ma carrière en France, refaire D'accord. une mission en France, où je Hmm. retournerais dans toutes les salles françaises pour partager avec le public, etc. Oui, oui, oui. Et donc, ça a été l'opportunité finalement qui m'a été servie sur un plateau. Sur un Hmm. plateau. Et je me suis dit, Un pourquoi plateau pas. doré aussi, parce que c'est une Oui, équipe bah, assez incroyable, l'équipe de complètement, Metz. complètement. Et puis j'avais cette envie de retourner aussi au Final Four. Et donc ça a été, voilà, ça m'a Hmm. été servi sur un plateau d'argent. La question qui a fait que j'ai pris longtemps avant de me décider, c'était surtout est-ce que j'avais envie encore de me faire mal? Est-ce que j'étais sûre euh, que, euh, que mon corps allait tenir? Parce que c'était Ah surtout oui, ça pour moi, l'interrogation. oui. C'était de me dire, est-ce que tu as encore envie de te faire mal? Parce que moi, je suis. Alors, par rapport à cet aspect physique, quel est ton rythme d'entraînement Bah, par exemple, tu vois, la semaine dernière, donc on n'a pas eu de match et on a été sur un rythme de lundi à samedi, on a eu 10 entraînements. tous les Mais jours? par. Ouais, 10, alors on s'est entraîné tous les jours de la semaine. Pendant Euh, combien d'heures ça dure, l'entraînement? On est sur 2 heures le matin, quasiment, max. Et pareil le soir. Mais ça a varié les séances, mais on est toujours entre 1h45 et 2 heures. Et c'est un Et donc, engagement total hein, à l'entraînement. Il y a toujours une composante un peu avec le cardio, parce que vous courez beaucoup. Donc, ouais, bien sûr. Donc, il y a eu aussi une jauge. Hein. Donc, il y a des jours où on a beaucoup couru, il y a mm, des jours où on a moins couru, il y a eu moins d'intensité. mm, Mais on était plus dans de l'aspect tactique, beaucoup de répétitions, par exemple. oui, Donc, voilà. Et puis, ça, par exemple, cette semaine, bah, on a 2 matchs cette semaine. Je joue demain et samedi. On est sur une semaine où on a 2 déplacements, donc on s'entraîne moins. Par exemple, on s'est entraîné 2 fois hier, on s'est entraîné une fois aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il faut aussi créer de la fraîcheur hein, pour les matchs. bah oui, Euh, on va s'entraîner, on va voyager. Donc, jusqu'à Brest jeudi. On va peut-être avoir mhm. une petite séance légère, tu vois, pour relancer la machine, sur des mobilités un peu, relancer la machine. Et puis vendredi, on va s'entraîner et samedi, il y aura match. Est-ce Donc que voilà. ton staff médical te suit avec tout ça ou parce que Bien sûr, on a le staff médical du club, mais après, moi, j'ai aussi un staff à côté ah oui, avec qui je bosse, donc, qui est important pour moi, qui me suit aussi en off-season. qui sont ces gens qui t'aident à travailler ta performance en aparté? Ouais, bien sûr. Bah, il y a Erwan Lecor qui m'aide énormément, qui est mon kiné, qui est Mm, basé à Paris. Donc, quand j'ai besoin de faire des soins, bah, c'est vers lui que je me tourne. C'est aussi mon orfèvre, je l'appelle, parce que mhm. c'est aussi quelqu'un qui a un réseau énorme. Et donc, si j'ai besoin de faire des examens complémentaires, si j'ai Oui, besoin d'avoir des rendez-vous assez rapides, bah, c'est quelqu'un qui a le réseau pour. Et ça mm, aussi, ça compte énormément, ouais, et puis, quelqu'un qui a aussi de très bons. Qui connaît très bien les bons chirurgiens orthopédiques. Et donc, ça aussi, c'est important pour oui, moi. oui. Voilà. Je vois Qu'est-ce que aussi mon. tu fais d'autre pour maintenir ton corps en bonne santé? Parce que c'est quand même un rythme assez incroyable. Ouais, bah, il y a la prépa physique. Donc, on a un prépa physique en club. Mais moi aussi, donc, jusqu'à il y a très récemment, je travaillais aussi en perso avec deux filles qui étaient de Hollande, d'ailleurs, qui sont d'origine serbe et croate, et donc qui sont maintenant au club de FTC à Budapest. Mais depuis 2020, je travaillais avec elles en individuel.
Et j'ai passé un cap. Ça m'a permis aussi d'avoir une autre approche de la préparation physique, Ah puisque oui, bah, ok. etc. C'est vrai que moi, j'ai toujours été en muscu, toujours à repousser mes limites, toujours à repousser un petit peu Oui, mon corps. Et bah, c'est vrai qu'avec les antécédents de mes blessures, hein, oui. j'ai eu 3 opérations maintenant, mais Ah oui, quand même. C'est le genou et quoi d'autre? ouais, j'ai eu la cheville en 2017, donc une ligamentoplastie de cheville, parce que bah, Ouh. beaucoup d'entorses comme dans le handball, hein, beaucoup. Ouais, les entorses, ouais. Mm. Voilà, donc j'ai eu ça, je me suis très bien remise. J'ai été opérée par un super chirurgien. Incroyable. Ah, et puis en 2023, je me suis fait opérer d'une hernie discale. Donc Ouh. voilà. Ouais, ouais, j'ai pas pu y échapper. Et donc voilà, il y a eu ça. Et tout ça, bah, ça s'englobe donc voilà, trentenaire et qu'il faut faire attention au corps. Et donc l'approche que je dois avoir, bah, la préparation physique, elle est différente. Ouais. Euh, voilà, ouais. Donc, nutrition aussi, parce que tu as parlé Ouais, ouais, bien sûr, la de- nutrition, bah, comme tu sais, je suis toujours chez Usana. Et puis, je travaillais avec aussi une nutritionniste, donc Hélène de France, qui est une ancienne athlète, Mm. et qui est devenue nutritionniste et qui m'a aussi permis de changer certaines choses dans l'approche de ma supplémentation, de voir, d'aller sur des Ouais. choses, etc. Et voilà, Est-ce, donc ça. est-ce que tu as eu est-ce que tu fais partie de ces athlètes qui avaient des problèmes, qui ont des problèmes de poids ou dans votre sport, il n'y a pas vraiment de pesée, donc on n'est pas derrière vous en train de Ouais. surveiller la première fourchette, mais est-ce Non. que, parce que avec le temps, tu restes quand même filiforme, hein, ton apparence n'a pas beaucoup changé, on va dire. Ouais. Tu le dois à quoi? Bien sûr, il y a la génétique qui Ouais, il y a la compte. génétique, on va pas se mentir, mais bien sûr, quand on passe la trentaine, hein, moi j'ai vu, hein, dès que Ah oui? euh, ouais, quand tu fais un petit peu moins attention, tu te relâches un petit peu, bah, tu Mhm. vois que le corps, hein, il absorbe plus rapidement. Et donc, bah, mais non, j'ai jamais fait partie de ces personnes qui ont réellement eu des problèmes de poids. J'ai toujours fait attention à mon poids. C'est quelque chose sans psychoter, sans Oui. être, tu Mhm. vois. J'ai jamais vraiment eu ce problème, mais par contre, moi, je me pèse tous les jours. Donc, pour moi, c'est un indicateur. Ah oui, tous Euh, les jours. Ok. c'est pas une obsession, c'est-à-dire que si je le fais pas, Oui, c'est pas une obsession, je me fais pas mal à la tête avec ça. oui. C'est pour moi vraiment une jauge. Et puis, par exemple, bah, j'ai vu mon poids de forme, par exemple, évoluer aussi Ah depuis oui? quelques années. Bah, c'est vrai qu'avant que j'étais, avant la trentaine, même jusqu'à 28 ans, je pense, j'étais plus, tu vois, à 71,5 kilos. C'était vraiment Pour mon un poids de forme. mètre 80, tu Ouais, mesurais. 1,80 m, Ouais. 1,80 m. Et puis, tout doucement, donc c'était plus 72,5 et maintenant c'est plus 73,5, tu vois. Donc, ça dépend vraiment, mais on est plus sur 73, voilà. Ouais. Donc, mais voilà, moi j'ai pris, en fait, c'est devenu tellement automatique. Je me lève le matin, je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, je monte sur le pèse-personne. Donc, voilà, c'est une habitude et c'est vraiment une jauge pour moi, sans que ça me fasse mal à la tête. Je sais que pour certains, c'est une complexité, Oui, c'est vraiment un truc mental où ça oui, peut. un truc qui prend la tête. Ouais, non, pas du tout. C'est vraiment Ouais. pour me juger et pour garder un œil finalement sur mon évolution aussi. Est-ce Mais que tu as l'impression d'avoir le contrôle justement sur tous ces facteurs clés? C'est vrai que tu as pris de l'expérience au fur et à mesure. Peut-être quand tu es plus jeune, tu misais plus sur ton talent naturel, intrinsèque. Et là, aujourd'hui, avec la maturité, est-ce que tu as l'impression de mieux maîtriser ces facteurs clés justement au ouais, niveau bien sûr. santé physique, Plus, nutritionnelle, mentale? je pense, d'expérience, d'awareness aussi, Mm. forcément, sur les facteurs qui peuvent, tu vois, t'impacter. Oui, Je pense aussi au sommeil, tu vois, où là où j'ai été, bah, c'était vraiment l'un de mes points faibles. Alors, ça m'impactait pas énormément, mais c'est vrai que j'ai pris conscience de ça il y a à peu près ouais, 3 ans. Je me suis acheté une Oura Ring, tu vois, qui mhm. finalement m'a donné énormément de data Ah oui? et Mhm. j'ai pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Tu vois, des soirs où tu dis, ouais, je vais faire la fête, je vais faire. Et en fait, tu te rends pas compte, mais Mhm. bah, ça impacte ta récupération, ton sommeil, etc. Enfin, tu vois, tu fais un peu la fête, tu te couches tard. Et en fait, quand tu as les datas devant tes yeux, tu dis, ah, mais ouais, mais en fait, ça me fait ça. Genre un truc tout bête, hein, mais je te prends manger tard. Ouais. Bah,
ça fait pas redescendre, tu vois, ton rythme cardiaque assez tôt. Donc, ça impacte aussi finalement ta récupération sur ton Hmm. sommeil, et tout, etc. Et finalement, ça, tu le sais face aux data. Mais tu te dis, je me serais jamais dit avant que, Ça allait genre, impacter si autant. je mange à 20h30 Hmm. que ça a un tel impact que Ouais, sur mon rythme cardiaque. Et en fait, bah, ça, je l'ai su. Je l'ai su en fait grâce aux data et à ouais, l'Oraring, et une appli que j'ai combinée qui s'appelle Rise où du coup ça donne tes pics d'énergie dans la journée, ça donne aussi enfin, tu vois ça tout mêlé. incroyable. Ouais. Euh, donc Ça, ouais, c'est c'est aussi une évolution hein, du sport, hein, parce qu'avant, on n'avait pas accès à toutes ces données. carrément, Et carrément. aussi, l'approche old school ne nous encourageait pas du tout à faire confiance à ce genre d'outils. Mais en fait, pour toi, c'est la preuve est que ça permet vraiment de maintenir le contrôle sur ces facteurs clés. Ouais, complètement. Ouais. C'est un outil supplémentaire qui Mhm. t'aide justement à avoir conscience de ton environnement qui t'entoure, de l'impact de ton environnement, parce que finalement, c'est ça. Les datas, pour moi, c'est, tu sais, tu peux en avoir des milliers, mais si tu ne sais pas quoi en Oui, faire et tu ne sais pas comment bien les exact. interpréter, finalement, ça ne sert à rien. Et donc, l'impact surtout de ton environnement et de tous ces facteurs un peu clés que des fois, tu peux sous-estimer. Et Ouais, moi, tu vois, je sous-estimais bah, cet horaire de manger parce que ouais, j'avais pris l'habitude, en fait, à la maison, chez moi, on mange toujours à 20h, un peu à 20h, ouais, 20h30. la française. C'est dans ça. Ouais, Voilà. Et donc, alors qu'en fait, à 20h30, je dois avoir fini de manger. Ça doit être vraiment, vraiment dernier deadline, mais je mange plutôt ouais, entre 7h30 et 20h maintenant. Et de toute manière, dès que je mange oui, un peu plus tard, bah, je vois l'impact. Et, c'est vrai. et voilà, tu vois. Donc, finalement, tous ces outils, tout ça, ça me permet d'avoir cette longévité, je pense, euh, d'être vraiment consciente de tout Ouais, ça et de finalement de me mettre au service de moi-même. ok. Yep, nickel. Donc, tout à l'heure, tu as expliqué que une grande partie de ta carrière, tu as voyagé, tu as, vraiment eu la chance de découvrir presque tous les continents. Depuis quel âge, en fait, tu es en équipe de France et que tu as ce rythme de vie? Écoute, je suis arrivée à 17 ans en équipe de France. Donc, je suis arrivée assez jeune. Et là, actuellement, j'ai 35 ans. Dans un mois, j'aurai 36 ans. Ouais, 19 ans de carrière pro. Et j'arrête ma carrière là, à la fin de cette saison, donc dans 2 mois, un peu moins de 2 mois et demi. du J'ai coup, commencé. comment est-ce que tu as vécu parce que tu étais ado, en fait, quand tu étais en équipe de France? Ouais, Comment est-ce que, teenage. comment est-ce que comment est-ce que tu as géré cette adolescence? C'est aussi un âge où on cherche un peu son identité, on se fait des copains, des copines. Hmm. Écoute, moi, Il y a le collectif aussi, vous êtes tout le temps ensemble avec l'équipe, mais en même temps, c'est toi-même. Comment est-ce que tu géré ta vie sentimentale? alors écoute, moi, donc, tu as parlé d'identité, je pense que je vais remettre un peu certaines choses dans le contexte. Euh, comme tu le sais, donc j'ai écrit coécrit mon autobiographie. Oui, Et c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à réellement trouver mon identité, à savoir qui j'étais et tout, etc. Et donc, je pense que c'est pour ça que quand j'étais jeune, du coup, j'ai essayé plein de choses, tu vois. Quand je revois les photos, quand j'ai écrit cette autobiographie, je me suis dit, purée, mais oui. j'avais cette coupe-là, j'avais cette coupe-là, j'avais ça, j'étais comme ça. Mm. Et pendant longtemps, je pense que j'ai cherché qui j'étais réellement, cette identité. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Rihanna, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de coiffures à l'époque que j'avais copiées de Rihanna, tu vois. Et je me suis Ouais. rendu compte de ça quand on a fait les recherches pour le bouquin. Mm. Et moi, c'est un peu, juste un peu avant 30 ans. Tu vois, j'ai eu beaucoup de doutes sur qui j'étais, qui j'avais envie d'être. Et finalement, il s'est passé des choses au niveau sentimental qui m'ont permis de, euh, de prendre conscience de ça. Donc, j'ai vécu quelque chose d'hyper douloureux au sortir du Covid, donc en 2020, une séparation. J'étais fiancée avec quelqu'un et donc on s'est séparés à la suite du Covid. Ça a été une blessure très profonde. Bah, c'est ça quand tu as un engagement et que bah, tu es fiancé et que tu te projettes. Et ça a tout remis en question.
Ah oui. vraiment tout en question sur finalement bah, ce que j'avais envie d'avoir dans une relation, mon approche de l'amour, etc. Et finalement, je me posais toujours la question, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Pourquoi nanana? Et donc finalement, c'était un peu moi le problème. Et moi, j'en voyais pas les vrais signaux et je pense que c'était parce que j'étais pas en phase. Donc c'est vrai que quand je remets ça dans le contexte de quand j'avais 17 ans, bah, quand j'étais jeune, tu vois, j'étais tellement focus sur mon sport parce que je voulais tellement réussir Oui. et entre guillemets, j'avais cette destinée tu vois, je voulais faire comme Marie-Jo. Ça a été vraiment mon inspiration et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a écrit la préface de mon livre Oui. parce que je voulais monter sur la plus haute marche du podium Jeux Olympiques et ça a toujours été mon obsession. Oui. Euh, et c'est ça qui m'a toujours guidée pendant ma carrière et je voulais emmener finalement mon sport là où il avait jamais été. En tout cas, je voulais Oui. faire partie de cette histoire-là. Oui. Pour les filles, hein, c'était. Voilà, exactement pour les filles. Et on n'avait jamais réussi à le faire. Et quand il y a eu cette transmission en 2008 à Pékin, on m'a dit, ouais, c'est ton tour maintenant, c'est toi. Et j'ai vraiment pris ça, je pense, à cœur, hein. Tu me diras, personne m'a dit que c'était moi qui devais porter le truc. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'en ai fait une Oui. obsession. Mm. Euh, et donc, c'est ça. Et je voulais dépasser mon sport. Je voulais qu'on aille finalement là où la première génération n'avait pas réussi à aller, mais Oui. pourtant qui avait été déclencheur de tellement de choses. Oui, c'est vrai. C'était une Voilà. génération très forte, hein, Et Raphaël. donc, finalement, sur le plan amoureux, bah, j'ai pas été la fille typique, tu sais, qui a eu des milliards de relations. J'ai eu des relations, mais tu vois, c'était en dents de scie et tout, etc. Et Est-ce qu'il donc, y a du temps aussi pour des relations ouais, il y a du temps, le temps que toi, tu lui accordes, tu vois. Mais finalement, ouais, j'ai eu des trucs. Mais tu sais, j'ai été longtemps garçon manqué, je me suis cherchée. Je me suis dit, Mm. mais. Donc, tu vois, je suis passée par cette phase-là pendant longtemps. Longtemps. Et donc, ouais, j'ai mis du temps finalement à réellement trouver mon identité, à savoir vraiment qui j'étais, à être en phase avec qui j'étais. Mais à partir du moment où je l'ai compris, waouh, là, ça a été, tu vois, une libération dans le sens où tu dis, tu réfléchis plus en fait. Dans le sens où tu dis, oui, mais il faut que je sois comme ça pour que m'adapter là. Non. En fait, Oui. tu sais qui tu es. Et voilà. Et c'est fou, mais moi, je l'ai vécu finalement un peu comme ça, comme une libération, que j'avais pas Oui. besoin. Parce que tu sais, je me suis tellement protégée quand j'étais jeune, parce que bah, j'étais le talent brut, j'étais celle tu vois, le talent qu'on attendait, qu'on a vu Mm. venir, etc. Et donc, j'ai vécu avec cette pression très très jeune. Et les gens me disent, mais comment t'as fait? Et je pense que bah, j'ai appris à vivre avec finalement. Oui. Je me suis énormément protégée et ça m'a beaucoup aidé. Mais finalement, ça m'a aussi pénalisée parce que les gens, ils n'ont pas compris qui j'étais, ils n'ont pas Mm. su parce qu'il y avait toujours cette distance. Et donc, forcément, j'avais l'image, les gens qui me connaissaient dans l'intimité, et bah, l'image que je renvoyais de l'extérieur, c'était pas du tout en phase. Tu vois? Et finalement, je me suis trimballé ça pendant toute ma carrière, même à Metz. Les gens, bah, le coach, tu vois, il a sorti une interview il y a quelques mois où il disait, ouais, bah, finalement, c'est soit les gens la connaissent mal, ou soit en fait, elle a énormément changé. Non, j'ai pas changé, j'ai évolué, ça c'est vrai, et encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que Ben oui. heureusement, je suis pas à la même place qu'il y a 10 ans, plus de 10 ans. Oui. Mais, Super. mais ouais, c'est ça, c'est que bah, finalement, je me suis trimballé cette image de fille qui était dure, qui était un peu froide, qui était, tu vois, qui avait cette distance qui était pas facile à approcher, mais Mm. je suis jamais cachée, ça m'a énormément servi pour énormément de choses. Mais ça m'a aussi desservi un petit peu. Mais les gens, quand ils apprennent à me connaître ou que je suis dans un groupe, ils se disent, ah, mais en fait, ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on imagine. Et Mm. limite, même pour te dire, il y avait des filles qui arrivaient dans un club, et je me rappellerai toujours, qui disaient, genre, je leur faisais peur. Tu vois, ils disaient, ouais, elle est comment en fait, Alison, tu sais, demander aux autres. Et Ouais. en fait, les gens, disent, mais elle est cool. Tu vois, et en fait, je suis quelqu'un, je suis hyper cool et tout. Mais par contre, c'est vrai que, Bon, je te que connais un peu, donc j'ai un parti pris. Je suis d'accord. je suis exigeante parce Ouais. que je suis exigeante envers moi-même et que les gens ont été tellement exigeants depuis très jeune avec moi que Oui. j'ai gardé ça. Et donc, c'est aussi un peu involontaire, mais Mais finalement, d'où est-ce c'est une que est exigence venue qui m'a ton amenée là où je ouverture euh, bon, voilà, on sait qu'il y a des filles qui préfèrent les filles, il y a des filles qui préfèrent les Ouais, garçons, il y a des filles qui aiment les garçons, puis après, tout d'un coup, ouais. elles aiment bien les filles, puis après, tout d'un coup, voilà, donc, quand même, dans la culture française, euh, même aujourd'hui, les femmes commencent de plus en plus à juste être unapologetically Les- themselves.
Mais justement, comment est-ce que tu as vécu tout ce, oui, tous ces changements ou chamboulements Ouais. et Écoute, de l'intégrer comme faisant partie entièrement de toi, ouais. sans... Ouais, bien sûr, bah écoute, enfin, moi, ça n'a pas été dans le sens, genre, ça me fait peur, je pense que, moi, si tu veux, comment je pourrais dire ça? Euh, Ce qui comptait pour moi, finalement, c'était d'être heureuse. Donc, en fait, peu importe comment je l'étais, et j'ai toujours dit, finalement, t'aimes pas un sexe, t'aimes une personne. Donc, c'est ce qui compte avant tout pour moi. Tu vois, à partir de là, moi, j'ai pas mal vécu ces phases, mais surtout, ce que j'ai compris au travers de toutes les relations que j'ai eues, c'est que c'est pas facile pour un homme d'avoir une femme qui prend toute la lumière et qui prend toute la place. Ok. C'est très dur. Mm. C'est très très dur que ça soit français ou que ce soit étranger, j'ai vécu les deux. Ouais. Et donc, Mm. c'est très très dur. C'est très 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 dur. J'ai été dans des relations qui ont été complexes par rapport à ça. Mm. Et finalement, ça a toujours capoté un peu à cause de À ça. cause de ça? Ah Ouais, oui. à cause de ça, Mm. parce que t'es avec quelqu'un et ta femme, pas le centre du monde, mais c'est le centre de l'attention et que finalement, Mm. donc, ça veut dire que l'autre qui a personne, que ce soit femme ou garçon, il faut que la personne, elle soit, parce que j'ai aussi eu cette expérience, et donc, faut que la personne qui soit à côté de toi, elle soit capable de comprendre en fait que bah, il y a un moment pour tout et que quand tu te mets avec quelqu'un qui a une image publique forte ou qui est publique, bah, que tu sais que c'est pas toi qui va prendre la lumière, c'est pas toi, tu vois. Et ça, c'est très très compliqué pour les hommes. Les hommes. Beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et encore, enfin, et en plus, quand tu es avec des athlètes, etc., ça, tu sais, des fois, ça peut. Encore, ouais. Ouais. Donc, mais finalement, quand tu es avec quelqu'un aussi qui n'est pas dans le sport, ça peut être aussi compliqué parce que il y a des incompréhensions, il y a des choses qui sont mal comprises. Et, euh, et donc voilà, donc pas simple, pas simple. Le côté amoureux, mais à partir du moment aussi, j'ai compris qui j'étais, ce que j'aimais. Oui. Euh, voilà, je pense que j'ai toujours eu un peu cette ouverture et ça m'a toujours animé. Donc voilà, tu vois, aimer une fille, bah oui. Aimer un garçon, oui, j'ai envie de te dire. Mais finalement, tu te rends compte bah, que je me suis rendu compte que j'aurais du mal à faire ma vie avec un homme pour tout ce que je t'ai évoqué là. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est les deux. Les Ouais. deux. J'aime les deux et j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas là en train de le crier sur tous les toits. Si tu me poses la question, je te le dis. J'ai aucun problème avec ça. Oui. Mais voilà, j'ai aussi compris au travers de certaines relations que des fois, vaut mieux vivons cachés, vivons heureux. C'est aussi vrai de nos jours qu'on peut faire des polémiques pour pas grand-chose. Oui. Mm. Et voilà, donc moi, j'aime les deux, mais j'ai aussi vite compris que bah, faire ma vie avec un homme, je pense que ça serait compliqué pour tout ce que j'ai évoqué avant. Oui. Ben, J'ai le déjà eu plusieurs futur, expériences. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, tu vois, mais en tout cas, oui. Le futur modifier a l'air les toujours mots, de... il y a quand même les mêmes symptômes qui reviennent. Donc voilà. Oui. Il y a aussi là, tu penses que c'est pas une question. Ouais, tu m'as dit que c'est pas une Non, question. j'ai eu avec les deux. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, tu as tendance à dire ouais, ça peut être culturel. Je Mhm. pense que ce qui est culturel, c'est beaucoup la France et que les hommes, ils ont du mal à suivre leur femme ou à Oui. quitter leur travail pour suivre leur femme à l'étranger. Alors que dans les autres cultures, tu sens que c'est quand même beaucoup plus ouvert. Ça se fait beaucoup. Je vois par exemple dans les pays Balkans, Oui. ça se fait énormément. Donc voilà. Et Dans les dans pays. les pays scandinaves, ça se fait aussi. Pays scandinaves aussi. Oui. Donc voilà. Mhm. Je pense que l'autre doit, peu importe la culture, je pense, femme ou homme, mais je pense que quand tu as quelqu'un comme ça qui est à côté de toi, il faut que tu comprennes aussi à un moment donné qu'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire il y a un temps pour toi, il y a un temps où Ouais. bah, là, c'est mon moment à moi dans notre vie. Toi, oui. Et c'est comme ça, moi, je ferai des efforts en contrepartie pour, voilà, pour bah, te valoriser, te faire comprendre que tu es aussi le centre de mon attention. Et puis, tu sais que quand à un moment donné, ta carrière se termine, bah, il y a un espèce de switch, quoi. Je pense que dans une relation amoureuse, c'est pas. Donc, c'est ça aussi la complexité, c'est que quand tu as deux carriéristes, par exemple, ça peut être très compliqué. Si tu en as un qui est un peu moins carriériste et tu sais qui peut être capable de sacrifier à un moment, c'est un peu plus simple. Par exemple, c'est un peu plus simple. Tu sais que bah, tu fais des sacrifices maintenant, mais tu sais que demain, bah, ce sera aussi ton tour plus tard.
Donc, Justement, c'est par... un petit peu un jeu quoi, de vase communicant. C'est là, c'est mon tour. Là, c'est un peu mon tour. Je pense que voilà, c'est Ouais, c'est pas, vraiment par phase dans une relation. il y a pas Voilà. de recette miracle. Et, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça marche jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que mon couple, il tienne autant depuis presque 30 ans l'année prochaine. Et je n'ai absolument aucune idée. Donc, je ne peux pas donner de recettes ou de secrets parce que c'est vraiment Je pense mystérieux. qu'il y a, il y a énormément de résilience, je pense aussi. Hein. Je connais un petit peu ta relation amoureuse et donc je sais que tu as vécu certains soubresauts à certains moments qui ont été compliqués. Mais écoute, je pense que ça fait partie d'une relation. Quand tu es dans une relation longue, tu n'as pas les yeux qui pétillent en permanence. T'aimes la personne qui est à côté de toi. Mais c'est vrai que quand l'autre, tu sais, il y a vraiment des phases. C'est-à-dire, toi, à un moment donné, tu es là et l'autre, il est peut-être dans un down, il traverse une crise existentielle, il ne sait pas là où il en est. Et souvent, c'est ça aussi hein, qui brise des couples. Oui, et C'est comprendre qu'on la est, place. voilà, Ouais. on n'est pas sur le même curseur, on n'est pas branché sur le même canal. Et ça fait beaucoup, quoi. Et donc, quand tu acceptes que l'autre Ouais. soit pas forcément en phase, Mm. ça aide, c'est-à-dire que tu es aussi patient pour comprendre que l'autre, il traverse une crise et que il faut qu'il trouve les réponses. Bon, il ne faut pas que ça dure non plus toute la vie. Mm. Mais voilà, personne n'est parfait et on essaie tous de s'adapter et de savoir qui on est. Et des fois, pour des gens, Ouais, ça prend. c'est exactement ça et je suis vraiment en adéquation avec ce que tu dis. Maintenant, on est dans notre phase parents et on a des enfants en bas âge. C'est un marathon c'est un sprint de tous les jours, le travail, la carrière, les enfants. Et des fois, on se dit, hey, salut toi, ça va? Tu me connais? On se connaît en fait, parce qu'en fait, on fait que de se croiser, mais je pense qu'on a conscience que justement, il faut rester calme, il faut rester tranquille. Chaque étape de la vie demande vraiment cette résilience et de ne pas forcer l'autre à suivre son rythme. Et je Ouais, pense que c'est ce qui nous maintient comme ça dans cette zone agréable où on sait qui on est, voilà. On sait qui nous sommes et c'est vraiment très agréable. Et donc, toi, justement, tu as une carrière impressionnante, mais je sais aussi que tu as switché un petit peu dans le monde de la finance et de l'investissement. Et c'est super intéressant parce qu'il y a très peu d'athlètes féminines qui ont cette approche, tu vois, de devenir investisseur au lieu de juste être sponsorisé. Euh, Est-ce que tu avais toujours en tête cette idée d'investir dans des entreprises ou c'est venu progressivement parce que tu as toujours des beaux contrats, mais comment est-ce que tu vois la gestion de ta carrière au niveau justement de cette relation finance, sponsorship, investissement? Comment est-ce que il tu vois ça? y aurait tellement de choses à dire. Moi, j'ai toujours adoré la finance. Pour ça, je fais des études en finance. Oui, Euh, et qu'on fait un coucou à l'un- Alexis. ouais. Euh, Si tu veux, c'est que moi, mon credo, donc ce que je défends, c'est la place de la femme dans la société et encore plus la femme sportive dans la société. Euh, Il y a ce combat-là. Et donc, à partir de là, tu comprends, tu te poses des questions, tu fais des recherches, tu t'intéresses vraiment au sujet et tu comprends que si aujourd'hui, les femmes veulent que le sport prenne une dimension différente, il faudra changer le business model et il va falloir que les femmes achètent le sport féminin. C'est une vérité. C'est-à-dire que Statement. aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la seule exit. C'est-à-dire que on ne doit pas compter sur les hommes pour que notre dimension du sport féminin change, ou en tout cas à la vitesse qu'on espère qu'il change, qu'il se Mhm. transforme, comme on a dû défendre nos droits pour voter, comme on a dû... Voilà. Donc, il faut qu'on prenne le truc à bras-le-corps et pas attendre sur les autres et se dire, bah oui, et souvent les gens ils me disent, ouais, bah, si vous voulez qu'en fait que le sport féminin devienne plus important, qu'il grossisse dans les médias, bah dites aux filles qu'elles s'intéressent au sport. Et dans le fond, les gens ont raison. Mais j'ai envie de te dire que dans le sport masculin, il y a aussi des femmes qui s'y intéressent. Donc c'est un peu, c'est un jeu, tu vois, on se renvoie la balle. Mais il y a aussi une part de vérité là-dedans et je pense que c'est vrai. Et donc finalement, bah, aux femmes de montrer que on veut investir dans le sport féminin, on croit aux femmes aux actrices du sport féminin, ça passe de là. L'investissement, ça en fait partie. Je me suis toujours intéressée à l'investissement. J'ai toujours compris que c'était important, encore plus pour nous.
entre guillemets, athlètes qui avons cette carrière euh, assez courte. C'est quelque chose que j'affectionne énormément. Et puis, voilà, puis investir dans le sport, investir dans l'immobilier, investir dans plein de choses. Hein. C'est pas que. Les différentes manières dont tu investis et quels sont qu'est-ce que tu aurais souhaité faire si tu avais plus d'expérience étant plus jeune, par exemple. Ça, on peut reprendre ça dans le contexte, peut-être pour les jeunes talents qui te suivent et qui Bah, ont bien sûr. énormément de potentiel. Bon, on sait que la génération qui arrive là deviennent de plus en plus conscients de cet aspect-là, mais comment est-ce que toi, tu as abordé justement cette notion d'investissement avec tes ressources financières? Ouais, bien sûr. Bah, moi, je te cache pas que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Mhm. J'ai fait beaucoup, enfin, beaucoup d'erreurs. J'ai fait quelques erreurs qui ont fait que bah, ça fait mal, hein, ça fait mal, ça fait bobo. Mais ça m'a aussi énormément forgé. Ça m'a aussi forcé à me dire, faut que tu te formes, faut que tu apprennes, faut que tu vois pour... Parce que c'est bien de s'entourer, c'est hyper important. Alors, on ne te demande pas de maîtriser tout le sujet de A à Z comme un expert ou comme une experte. Mais par contre, il faut que tu te formes pour comprendre que les gens que tu prends Ouais. autour de toi ne te racontent pas de la merde. Parce que c'est ça, au final, qui fait que, bah, tu vois, un mec comme Usain Bolt, hein, ça choque les gens, hein, qui se soit fait escroquer. Hein. Mais ça arrive à des tas de gens. Des tas de gens, des tas d'athlètes qui sont des stars ou moins des stars. Et peu importe. Et en fait, se faire escroquer, c'est facile. Tu fais Ouais. confiance à quelqu'un parce que tu penses que nanana, parce que toi, tu maîtrises pas et que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas envie de t'intéresser. Et finalement, le lendemain, quand tu arrêtes, tu te retrouves, tu fais, ah, mais en fait, le mec m'a roulé dans la farine. Oui. Et donc, tu vois, moi, les erreurs que j'ai faites, bah, quand j'achète moi, j'ai investi mon premier truc en 2011, je connais rien. La seule chose que je sais, c'est que je me dis, bah, je commence à gagner de l'argent et il faut que je commence à investir mon argent pour plus tard et tout, etc. Sauf que ça a été bah, une erreur. Une erreur, pourquoi pas? Parce que je me suis fait escroquer, mais que finalement, bah, j'ai pas eu de chance. La résidence que j'avais achetée, par exemple, bah, l'appart était mauvais, la résidence était pas très bonne. On a appris 4-5 ans après que les panneaux photovoltaïques, par exemple, étaient pas branchés. On avait tout le temps des inondations dès qu'il pleuvait trop dans le garage. Mais tu vois, Pas ça, de- c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire, j'ai pas eu de chance sur cette résidence-là et ils ont construit une autre résidence pas très loin après. Donc, le bien a perdu un peu de valeur et les appels de fonds de copropriété étaient exorbitants. Et je me suis dit, écoute, c'est se tirer une balle dans le pied. Et quand on dit un truc, quand c'est pourri, au lieu de le garder indéfiniment, finalement, tu coupes le cordon. Oui. Ça te fait mal, mais voilà, tu vois. Donc, j'ai fait des petites erreurs comme ça parce que en 2000, quand je connaissais rien et j'avais personne autour de moi. J'étais Ouais. très jeune. Et donc, voilà, donc j'ai appris sur le tas. Je me suis aussi entourée, donc j'ai appris, mais surtout depuis ouais, bien 5 ans, bien 5-6 ans, je me forme sur plusieurs secteurs constamment pour rester à jour. Non, Et j'ai construit un bagage énorme, tu vois. Donc j'ai eu aussi ma maison, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et voilà, donc des fois, bah, tu floppes, des fois, c'est super. est-ce Et que tu continues nous, à... récemment, tu as investi dans une entreprise qui est dans le bien-être et la beauté. Ouais. Euh, c'est une marque guadeloupéenne, n'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai pas investi d'argent. euh, là au moment où on parle. Par contre, il y a une possibilité peut-être que ça se fasse dans le futur. Donc là, je suis rentrée en tant que brand manager et gérer de la marque. À terme, il y a une vision beaucoup plus poussée, j'ai envie de te dire, où ça serait une possibilité. Euh, mais voilà, donc je vais continuer aussi. J'ai déjà investi dans des petites sociétés très connues. Tu vois, par exemple, quand ils ouvrent le capital, je te parle de Conto, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Des petites choses. On pose, voilà, on fait des petites pierres à droite, à gauche. On diversifie et puis on continue à apprendre. Et Pourquoi voilà. est-ce qu'il faut avoir cette approche? Ouais, je pense qu'elle est hyper importante pour les athlètes. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette approche? Parce que il y a ceux qui vont se dire, mais pourquoi elle fait ça? Franchement, elle met juste de l'argent de côté, puis plus tard, elle achète une maison, puis on n'en parle plus. Qu'est-ce qui fait qu'il faut avoir cette approche? Moi, je sais qu'en France, on n'a pas cette culture. Aux États-Unis, c'est Ouais. plus la compétition de celui qui va réussir à monter le plus gros portfolio d'investissement, tu vois, à la Serena Williams. Qu'est-ce qui fait que il faut avoir cette approche, d'après toi? Pourquoi est-ce que les athlètes devraient aussi réfléchir à ça?
Je pense il y a deux. C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'en parlais très récemment avec quelqu'un et surtout j'ai lu une étude sur l'éducation financière là ce week-end. Je suis une newsletter et donc il disait bah l'éducation financière en France on n'est pas très bien loti. Et alors que dans certains, au-delà de parler des États-Unis, mais dans plusieurs pays d'Europe, il y a eu en fait des programmes qui ont été mis en place justement pour éduquer les enfants sur comment on fait un budget, comment on fait ci, comment on fait ça. Et je pense que c'est hyper important en fait de savoir manager son argent. Oui, Euh, Parce que c'est tout bête, hein, mais euh, tu sais que tu as une carrière courte. oui, Tu sais que tu vas gagner peut-être euh, je sais pas, plus d'argent que si tu avais un travail, tu vois, lambda, sur vraiment une période courte. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, de placer ton argent, de te dire que si j'arrête demain ou quand j'arrête, je peux me retourner et me dire, bah, si je sais pas quoi faire dans les 2 prochaines années, bah, j'ai des rentrées qui font que je peux vivre. un peu de réserve. Et je pense que c'est là notre plus gros défaut, les athlètes, c'est qu'on s'intéresse pas assez, ou du moins de manière superficielle. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre et qu'il faut démocratiser ce truc, et je pense qu'aujourd'hui, tous les athlètes devaient avoir, quand quand tu t'entoures, Ouais. que tu fais gestion de patrimoine, peu importe, il faut que tu aies cette formation d'éduc financière. Tu dois avoir les bases. Tu dois avoir les bases de ces bases. Tu vois, je veux dire, on t'apprend pas à lire une fiche de paye, tu arrives à 17 18 ans, tu commences à toucher, tu comprends rien. Euh, 18 ans, tu arrives, tu payes tes impôts, tu comprends rien. Et en fait, je pense que ça devrait être des trucs qu'on apprend à l'école. Tu Ouais. vois, tu fais un budget en fonction de ça, nan, nan, et Quel type on de fait pas. placement il faut mettre en place. Ouais, exactement. Et en fait, je pense qu'il faut aussi faire comprendre, tu vois, aux athlètes que, bah, en fait, t'as pas besoin de gagner 3 000 € pour investir. Tu vois, Ah t'as pas ah. besoin. T'as pas Alors, besoin. Ouais, voilà. Moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de mastermind. Je fais parlons des vraies choses. voilà, tu vois, j'ai fait beaucoup, enfin, j'ai compris que si je voulais grandir dans cet aspect finance, je voulais une analyse business et tout, etc., je suis rentrée dans des masterminds. J'ai compris que fallait que j'investisse sur moi-même pour passer un cap et que bah, j'avais envie de faire des trucs aussi moi-même sans forcément passer par quelqu'un euh, qui allait gérer mon argent, mais qui finalement n'allait peut-être pas m'emmener là où je voulais aller. Tu vois. Et donc, je suis rentrée dans les masterminds et en fait, il y a beaucoup de barrières qui se cassent. Et tu as dit, mais en fait, tu sais, tu peux gagner 1 500 balles et tu peux déjà avoir 3 appartes. Il y a des jeunes qui ont 20 piges, smicards, ils ont 2 3 appartes. Mais je trouve ça incroyable. Et en fait, c'est juste pour te dire, mais Le mindset, en fait, c'est ça? C'est ouais, mais c'est ça. Et en fait, il faut casser ces barrières. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de gagner des milliers et cents. Par contre, bah, tu vois, tu te dis qu'il y en a beaucoup qui se disent, ils sont smicards, ils ne peuvent pas mettre d'argent. Mais en fait, tu peux gagner 10 000 balles et avoir, tu vois, je sais pas, il y en a beaucoup où tu gagnes 10 000 balles, tu es peut-être à découvert, ou peut-être qu'à la fin du mois, tu finis peut-être un peu, tu vois, dans le rouge. Et en fait, la banque, faut démocratiser ça. C'est en fait la banque, ce qu'ils préfèrent, ils préfèrent le mec qui gagne 1 100 balles, mais qui met 150 € ou 100 balles tous les mois de côté, que le mec qui gagne 10 000 balles, mais qui finalement qui est toujours dans le rouge. Voilà. Et en fait, demain, bah, c'est comme ça que c'est comme ça que tu peux investir et acheter des choses parce que la banque te fait confiance, parce que la banque comprends que tu as ce mindset qu'il faut épargner. Tu vois, qu'il faut mettre de l'argent de côté. Et en fait, peu importe si c'est 50, c'est 20 balles, mais le fait d'avoir de la régularité, ben en fait, ça fait grandir ton capital à vitesse grand V. Tu vois, et c'est ça qu'il faut vraiment démocratiser chez les athlètes, c'est que tu peux gagner 1 200 balles oui, et mais tu peux... alors il faudrait vraiment qu'on se fasse un mastermind pour les athlètes parce que là, combien on met par mois sur quel type de compte en banque? Moi, j'ai découvert que tard dans ma carrière les trust funds, tu vois. Donc, c'est au lieu Ouais, ouais, c'est un compte en banque où tu as de l'argent qui avec un plus haut taux d'intérêt et que tu peux ouais. réutiliser pour investir dans l'immobilier ou d'autres choses comme ça. Et ça, j'avais pas conscience de tout ça. Donc, c'est vrai que Parce c'est que, super pertinent ce que tu viens de dire. C'est pas question de devenir Ronaldo, Cristiano ou ouais, Tony ouais, Parker, hein, pour penser que ouais, en fait, tu dois avoir cette logique d'investissement, ouais. euh, que ce soit dans les entreprises ou placer ton argent de façon intelligente. En fait, je pense que ce qu'il faut casser comme barrière, c'est de te dire que, en fait, investir ton argent, c'est pas qu'investir ton argent dans la pierre.
Tu vois, c'est ça. C'est qu'il faut en fait vraiment ouvrir le champ des possibles pour les athlètes pour dire, tu peux investir en bourse, tu peux investir dans des stocks, tu peux investir dans pas mal de choses, dans des options, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans des entreprises, tu peux investir dans des trust funds. C'est pas mon Tu vois, truc. Il y a des gens qui disent, mais je comprends rien, ce truc, c'est pas mon truc. Comment est-ce que ils peuvent comprendre que bah, il faut faire ça, sinon tu meurs en fait. ouais, C'est exactement. Et puis en fait, c'est bien d'épargner, mais en fait, faut que ton épargne, tu en fasses quelque chose. Parce qu'avec l'inflation, en fait, qu'il y a tous les ans, bah, en fait, ta monnaie, elle est dévaluée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu vois, c'est marrant, mais j'avais une copine qui avait fait une vidéo il y a 20 ans, ce que j'achetais avec 50 balles. Ce que j'achète maintenant avec ce que j'achète il y a 10 ans avec 50 euros. Et maintenant, bah, en 2024, enfin en 2025, ce que j'achète avec 50 balles. Et en fait, bah, le coût de la vie, il a augmenté. Donc en fait, bah, c'est pareil. Et donc, tu vois, c'est économiser de l'argent, de la mettre, c'est bien. Mais par contre, il faut pas la laisser sur ton compte dormir. Parce qu'en fait, tes 1500 ou tes 3000 ou tes je sais pas combien. Bon, de toute façon, le livret A, il est limité à 22 000. Donc en fait, tu peux pas aller au-delà. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais après, du coup? T'as 22 000, tu fais quoi? Tu es en panique parce que tu dis, bah, et donc, il faut pas attendre ce moment-là. Parce que bah, t'as 1500 balles, les 1500 balles qu'il y a 2 ans que tu mettais sur ton compte, ils n'ont pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses, je pense, à démocratiser. quelques pistes à donner aux athlètes qui, par Ouais. exemple, ont placé de l'argent, ils ont mis un compte, ils ne savent pas du tout quoi en faire, ils savent même pas comment récupérer cet argent. Est-ce que légalement, enfin, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire en fait? Ou peut-être un conseil que toi, tu as mis en place qui t'a permis bah, de garder le contrôle en fait de tes finances et de l'argent que tu places. Honnêtement, ce qui a fait pour moi la différence, c'est la formation. C'est le fait de m'intéresser et de me dire, ah, mais en fait, je peux faire ça. Et donc, moi, c'est le fait que j'ai investi sur moi-même. Ça ne m'empêche pas de m'entourer d'experts qui ont les compétences. Voilà. Mais il faut créer un réseau qui, autour de toi, va te permettre d'avoir ces gens. Parce que je pense aussi, les athlètes, il y a beaucoup ça, c'est tu commences à gagner de l'argent, mais tu n'as pas les gens à côté de toi où il y a des gens qui arrivent, tu vois, c'est aussi un monde de vautours. Et donc, tu as les gens qui sont malveillants. Et c'est ça aussi. Donc, c'est aussi de dire aux athlètes, bah, il y a des gens qui sont compétents, qui sont là, qui peuvent t'aider, mais aussi tu dois investir sur toi-même pour comprendre, pour avoir les bases. Moi, je pense qu'il est important où il faut dire, faut que tu aies un minimum de base, c'est-à-dire tu sais lire une fiche de paye, tu sais lire ta fiche d'impôt, tu sais faire la différence entre une tranche, tu rentres dans cette tranche, tu rentres pas dans cette tranche, investir en société, investir en nom propre, quelle est la différence, c'est quoi tes objectifs aussi à court terme, à long terme. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est que tu dire, il y en a, bah, j'avais la discussion il y a ce week-end avec une joueuse, avec laquelle je m'entends très bien, et on parlait de ça, elle me dit, ouais, mais tu sais, nous les athlètes, on n'est pas nan et tout, etc. Et je lui dis, mais en fait, tu sais, on est vachement dans ce truc où, bah, c'est quoi ton objectif à court terme? Est-ce que ton objectif à court terme, c'est de dire, moi, je veux défiscaliser mes impôts, et c'est OK. Mais est-ce que ton objectif à long terme, c'est peut-être de dire, bah, moi, je veux développer de la richesse. Et donc là, tu n'es pas du tout dans le même mindset. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es peut-être ca- en capacité de te dire, bah, écoute, je vais payer un petit peu plus d'impôts peut-être pendant l'année et les 2 ans qui arrivent, pour en fait après me dire que je vais créer de la richesse. Thank you for tuning into Olympians Diary, where we dive deep in the minds of Olympians and uncover the stories, the struggles, and triumphs behind the world's most dedicated athletes. Stay tuned as we continue our journey into the hearts and minds of those who've reached the pinnacle of their sports. You won't want to miss the incredible insights and lessons we have ahead. This podcast was made possible by Jewelbox, the music production studio that keeps our sound on point.